au dernier intervenant de notre séance, de notre 6e séance, qui est M. Michael Capasso, qui est un ami personnel et qui est aussi l'ami du Maghreb pour le travail considérable qu'il entreprend en Italie et en Europe de manière générale pour le rapprochement entre les peuples et pour une meilleure compréhension de la part de l'opinion occidentale de ce qu'est le Maghreb et ce que sont les Maghrébins. Je salue sa noblesse de cœur. Je rappelle qu'il est le président de la Fondation Méditerranéo, qui justement constitue l'épée dorsale de son activité, et qu'il est le fondateur du musée de la Méditerranée, des arts, des traditions, et que je souhaite à ce musée justement plein succès et longue vie. La communication de M. Michael Capasso porte sur son projet, son idée de la Grande Méditerranée dans ses rapports aux mutations géostratégiques actuelles. Mon cher ami Michael, je vous donne tout de suite la parole et je vous prie, vous aussi, de rester dans les limites des 20 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci surtout à tous les amis qui ont organisé ce colloque. Merci à M. Lick qui a voulu, dans la session d'ouverture, en présence du ministre, citer ce petit livre. C'est un livre qui est simplement le résumé de mon discours à Prague à l'occasion le 7 mars 2007 de l'université Quer-Yad m'a donné le premier doctorat honoris causa. J'ai abandonné le discours officiel et j'ai lu avec mon cœur. Et là, j'étais un peu prophétique parce que j'avais dit en 2007 que je vais lire ça. Aujourd'hui, nous sommes à la veille d'une crise de valeurs qui causera une crise économique au niveau mondial d'une ampleur inimaginable, difficilement surmontable, si on ne change pas le modèle de développement et sans introduire ce que j'appellerais la troisième révolution industrielle, fondée sur le trinôme écologie, énergie, solaire, développement durable. Aujourd'hui, on est encore en train d'attendre ça. Le manque d'éthique politique, que ce soit au niveau de l'économie, mais aussi de la culture, produira des dommages énormes au niveau mondial et personne ne sera sauvé. Même les pays riches ou émergents jouiront d'un bien-être éphémère, non durable, basé exclusivement sur la puissance matérielle de l'argent. Les pays arabes devront affronter le rapport avec la modernité et décider une fois pour toutes s'ils doivent islamiser la modernité ou moderniser l'islam. De nombreux régimes dictatoriaux tels que la Libye, la Tunisie, la Syrie, l'Égypte et d'autres encore devront faire face au souffle de liberté et de démocratie qui déferleront de plus en plus fort grâce surtout aux jeunes et à la diffusion de nouvelles technologies d'information et de communication, notamment à travers Internet. Après d'inutiles et malheureusement de sanglantes résistances, nous assisterons certainement à la chute de ces régimes et au début d'un parcours de transition vers la démocratie et les droits de l'homme. Dans un tel scénario, le refuge vers les réalités identitaires individuelles et vers des idéologies religieuses sera presque naturel. J'oserais dire un signe d'affranchissement de revanche qui, s'il n'est pas correctement géré, pourrait conduire à une dérive fondamentaliste encore plus dangereuse que les dictatures même. J'oserais imaginer à la création d'un État islamique. Je l'ai dit en 2007, 5 années avant. Bon, je partage tout à fait ce qu'elle a dit et la qualité des intervenants. Comme exemple, je vais citer l'intervention de ce matin de Mme Ammar Mablouk et de mon frère Nadir Aziza. Donc, je vais suivre ça et à changer un peu mon intervention. Je vais vous dire qu'autour de cette table, il y a très amis de l'Italie, de moi, de notre fondation, et j'ai un peu la mémoire de 30 années d'activité avec Mme Aziz Benachour. On a inauguré le siège avec Mme Milina Bokova, avec M. Aziza. On a fondé il y a 30 années l'Académie de la Méditerranée, avec M. Ben Yahya. On a inauguré la Maison du Maghreb arabe avec M. Atem Atalla. On a travaillé dans la Fondation Analine sur une chose importante.
on a donné la voix aux femmes de la Méditerranée avec un programme Kimia, il ne sait même pas ça, qui après 4 années a été signé par 12 millions de femmes dans le monde. Elle marche encore, donc c'était une chose très importante. Et encore avec Madame Sarah Belwick, elle a reçu le prix de l'information et du journalisme à Rome, et avec la mère de Carthage, on est en train de faire de belles choses. Donc l'optimisme continue. Mais quel est le futur de la Grande Méditerranée? Et ce n'est pas facile. Parce que le grand problème, je l'écris et je le dis tous les jours, c'est la globalisation de la médiocrité. La médiocrité, surtout dans la classe politique au niveau mondial, qui n'a pas de compétences, n'a pas le sens du bien commun, n'a pas absolument rien. Et alors, au-delà de me répéter dans ces affaires sur les jeunes qui sont plongés dans les nouvelles de négativité tous les jours, ont perdu l'espoir du futur, etc., je voudrais vous parler d'un rêve utopique que j'ai mis en place il y a 3 années, mais qui, il y a 2 heures, l'Union européenne a accepté et que je vais partager avec vous comme si vous êtes ma famille. Il y a 3 années, dans une réunion de réseau de l'analyse modique chez Tifou, j'ai dit nous devons abandonner la Terre, parce que la Terre c'est trop compliqué, il faut fonder une république de l'espace. Donc ils sortent de la porte, tu es complètement fou. Mais j'ai continué sur ça. L'Union européenne et 14 pays qui sont très très importants ont accepté cette idée. Quelle est cette idée? Dans la globalisation de la médiocrité, dans les prochaines années, toujours la numérisation et la digitalisation va à compliquer les affaires et nous sommes toujours plus encore plongés dans la médiocrité. J'ai dit à Mark Zuckerberg que si j'étais son père, je l'avais mis en prison parce qu'il n'a pas produit des milliards et demi d'amitié. Quelle amitié? Ce sont des misérables contacts qui ont produit sa richesse et sa production avec une médiocrité totale et globale. Et alors, il est nécessaire aujourd'hui, pour éviter qu'il ait bonne expérience, pour éviter qu'il ait exemple de bonnes pratiques, éviter que la sagesse des grands sages et des grands experts puisse être déparue, de la protéger. Il s'agit de protéger des niveaux matériels et des niveaux immatériels. Pour les niveaux immatériels, j'ai proposé les mines de Iglesias qui se trouvent en Sardaigne, sont énormes, sont dans le lieu le plus sûr au monde, jamais tremblement de terre, jamais éruption volcanique, jamais la mer, etc., pour protéger les objets d'art qui sont considérés patrimoine de l'humanité et qui sont à risque dans les déserts fragiles. Par exemple, à Sissi, au centre de l'Italie, il y a eu 4 tremblements de terre. Il y a le Jésus-Christ de Giotto qui, s'il arrive un autre tremblement de terre, il est perdu. On doit le restaurer, le mettre dans les mines et en mettre une copie. Ça, c'est un petit exemple. Mais puis, il y a les valeurs immatériaux, c'est-à-dire les idées que nous avons et qui peuvent être perdues. Un ami en Australie, il a fait un cloud qui garantisse pour des centaines d'années la mémoire de ce qui se trouve dans ce cloud. Et alors, mon idée folle, mais qui va trouver la concrétisation, pourquoi ne faire un réseau de pays en partant d'un laboratoire de la Grande Méditerranée et surtout du Maghreb arabe qui a encore la mémoire des valeurs, du savoir-faire, des métiers d'art, pour choisir chaque année quelles sont les choses qui méritent de passer pour l'éternité. J'utilise ce terme, mais vous avez compris. Alors, une commission, par exemple, guidée par M. Aziza, qui choisissait chaque année les 10 poésies qui méritent de passer dans un cloud qui le laisse pour l'éternité. Madame Mayette choisit les robes qu'il faut en Tunisie ou au Maroc ou d'autres qui méritent d'être dans la mine de Iglesias, c'est-à-dire sortir de notre planète pour aller dans une dimension virtuelle, pour sauver et sauvegarder les choses qui, beaucoup d'entre nous qui ont dédié la vie à ça, risquent d'être perdus dans cette globalisation qui tourne tous et qui c'est la globalisation de l'indifférence et de la médiocrité. Aussi, on peut sauvegarder des idées politiques. M. Aziza, il a dit le problème qui se trouve en Tunisie, mais c'est le problème en Italie. Jamais j'ai vu le mois d'août un Premier ministre qui se trouve avec un gouvernement de droite qui, 4 jours après, d'extrême gauche, et qui dit exactement les choses contraires d'une semaine avant. Donc, je voudrais écouter la voix des sages. Dans le musée de la paix, il y a 55 000 vidéos où il y a tous les vidéos de la télévision italienne, des assemblées parlementaires italiennes. Et j'ai entendu la semaine passée une session de 1967 avec Tagliani, avec les grands
homme d'État italien, et bon, il y a une différence avec les sciences d'aujourd'hui où ils prennent les chocolats et les choses et font des affaires comme ça. Alors, je vais sauvegarder l'excellence, mais surtout l'éthique et surtout la grande passion des gens qui, avec ces nouvelles méthodologies, risquent d'émaner dans le noir de l'histoire pour les protéger et pour les laisser aux nouvelles générations. Et alors, je pense que aussi ce colloque mérite de passer au futur, mais il doit être approfondi. Même si ce n'est pas possible de répéter le même colloque en Italie, mais je vous invite pour l'année prochaine, qui c'est le 30e anniversaire de notre fondation, pour prendre le mieux de ce colloque, pour le faire avancer et pour faire une sorte de résumé, parce que par exemple l'exposition de Madame Amar Mamlouk mérite d'avoir des confrontations, et surtout après 30 années d'activité et 11 000 activités que nous avons réalisées, on a vérifié que ce n'est pas suffisant des jours. Des jours sont, par exemple, nous terminons aujourd'hui le colloque, mais il sera bien les prochains 3 jours d'approfondir dans une manière informelle ce qu'a dit M. Zizak, ce qu'a dit Madame et les autres, et vous verrez qu'on aura produit des choses vraiment concrètes. Pour la Grande Méditerranée, j'étais le mois passé à Dakhla, dans un désert. J'ai un ami qui a 104 années, et chaque année il me donne un secret de la vie. Il y a 3 années, il m'a dit: le premier secret que vous ne comprenez pas, c'est le temps. Le temps, c'est le valeur le plus important. Vous perdez du temps pour travailler, pour gagner plus, pour des choses qui ne me servent pas, et vous perdez la chose la plus importante, qui c'est le temps et c'est la vie. La deuxième chose, il m'a dit: vous devez préserver le secret. Ce n'est pas utile que les choses que tu dis avec moi, tu dois les raconter aux autres. Si tu les racontes aux autres, on a déjà perdu la valeur. La troisième chose, c'est l'évolution. Et la quatrième chose que j'ai réfléchi après, je le disais à Nadir après, il avait un orange à manger. Il a dit: jamais tu dois manger l'orange en le coupant, parce qu'on perd tout le sucre. Tu dois le prendre comme du quartier de l'orange, quartier pour quartier, et tu dois le mettre dans la bouche, parce que la chose cohérente, c'est nord-sud, nord-sud. En imaginant et en voyant les interventions de ces 2 jours, j'ai vu la planète comme un orange, et j'ai dit: on ne doit pas couper les relations horizontales. C'est innaturel une relation entre la Chine et le Maghreb, entre les États-Unis et le Maghreb. La relation cohérente, c'est nord-sud. C'est l'Europe avec le Maghreb, la Méditerranée et l'Afrique. Donc 3 quartiers de l'Orange Terre qui doivent être mis ensemble. Mais l'Europe ronfle. L'Europe n'existe pas. Quand nous sommes nés en 1989, nous avons proposé directement les États-Unis d'Europe pour une politique extérieure commune, pour une défense commune, etc. Mais personne ne nous a écoutés. Maintenant, la situation c'est plus compliquée, mais c'est dans ce moment qu'il faut réaffirmer cette dimension de la Grande Méditerranée qui comprend les pays de l'Union européenne qui adhèrent au projet des États-Unis d'Europe, qui doit comprendre aussi, je l'ai dit déjà en 1989, et aussi ils m'ont dit que j'étais fou, mais ce n'est pas vrai. Je voulais intégrer dans l'Union européenne, États-Unis d'Europe, le Maroc, la Tunisie et la Turquie. Si ce rêve pourrait être réalisé, nous avons pu assurer la paix à les frontières. On n'a pas eu la guerre en Algérie, on n'a pas eu la guerre à la frontière de la Turquie, etc. Mais malheureusement, les bureaucrates qui adoptent la bureaucrature, la dictature de la bureaucratie, on dit qu'il faut respecter les règles économiques, les choses, etc. Au contraire, on aurait dû, dans n'importe quelle manière, accepter cette situation. Maintenant, le défi, c'est de mettre en place, pour cette dimension, qui est une dimension géopolitique, géopoétique, géostratégique de la Grande Méditerranée, élargie à l'Afrique entière, qui, comme vous avez vu, sera presque 2 milliards dans 2050, une stratégie d'un système de solidarité intégré. Signifie qu'il faut chacun de nous penser à l'autre. Il faut passer de la conception de l'amour pour le pouvoir qui a détruit toutes les sociétés religieuses, culturelles, politiques, etc., au pouvoir de l'amour, qui signifie assister les autres, les mettre à propre aise et éviter de voler les ressources et leurs espoirs. Je termine avec
un programme, si quelqu'un d'entre vous vient au musée, vient de voir, c'est très intéressant. Il y a cette année que nous allons faire les laboratoires pour les migrants. C'est-à-dire, à côté des informations que le ministère des Affaires intérieures d'Italie prend pour tous les migrants qui arrivent en Italie, qui c'est simplement nom, prénom, date de naissance et l'empreinte digitale, nous allons proposer un questionnaire de 12 pages. Qui tu es? Pourquoi tu viens ici? Quelle est ton émotion? Et bon, sont sorties des choses incroyables qui confirment ce qu'a dit quelqu'un d'entre vous, que c'est l'espoir de vie, c'est l'espoir d'un futur qu'on peut donner à ses enfants, qui c'est le pilier fondamental de cette initiative. La République de l'espace va commencer par des petits pays à partir de l'année 2021. Nous allons travailler. J'espère que quelqu'un d'entre vous veut adhérer à cette folie, que ce n'est pas une folie, parce qu'il s'agit de préserver votre mémoire, notre mémoire, votre histoire, notre histoire, afin qu'elle puisse être transférée aux générations futures. Et je vais faire un exemple que je disais à Nadir pour conclure. On est dans le temple. Nous sommes allés avec lui à Marrakech plusieurs fois. La première fois, je suis allé en 1969. J'avais 14 années. Et j'ai vu cette ville de Marrakech qui n'avait pas de voiture, n'avait rien, etc. Il avait dans la place Jamal El-Fna un monsieur qui s'était en compteur avec beaucoup de monde à côté de lui. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il racontait des histoires, mais les histoires, ce n'était pas lui qui décidait comment il marchait. C'était la majorité des gens. Il disait, Madame Hayet, c'est une belle femme. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se marier ou pas? Si la majorité disait oui, la compte partait pour le mariage de Madame Hayet. S'il disait non, partait pour autre chose. Et beaucoup d'émotions dans la Médine, etc. Maintenant, tous les riads ont été achetés pour les riches européens. Place Jamal El-Fna est devenue partagée par la Méditerranée et par les autres. Le 90% des objets d'artisanat de Marrakech qui viennent dans la Chine, on a détruit l'identité d'une ville. On est encore en temps pour récupérer le paix qui est resté. Si vous êtes avec moi, on peut faire cette tentative, cette défi. Merci beaucoup.